regardez Média TV Afrique, soyez les bienvenus dans la Semaine africaine, votre émission rétrospective de l'actualité africaine de la semaine. La République du Burundi a inauguré vendredi un consulat général à Laayoune. La cérémonie d'ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue burundais Ezekiel Nibijira. Depuis la fin de l'an dernier, Laayoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l'inauguration des représentations consulaires de l'Union des Comores en décembre, du Gabon, de Sao Tomé et Principe et de la République centrafricaine en janvier, ainsi que celle de la Côte d'Ivoire en février. Direction Laayoune, dans le sud du Maroc, les États insulaires du Pacifique ont rendu hommage jeudi à la vision qualifiée d'exceptionnelle du roi Mohamed VI et à son leadership en faveur du renforcement de la coopération sud-sud. C'était lors de la cérémonie d'ouverture officielle du 3e Forum Maroc EIP et qui s'est poursuivi jusqu'à samedi. Retour sur l'événement dans ce reportage signé Barfier Diouf et Faisal Abrouche. Une rencontre à Laayoune, ville marocaine située au sud. Un seul objectif, jeter les bases d'un nouveau partenariat entre le Maroc et les pays du Pacifique. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui d'inaugurer la 3e édition du Forum Maroc-État du Pacifique, ici à Laayoune, dans nos provinces du Sud, où de nombreux États du Pacifique se sont rendus pour aborder les différentes problématiques qui touchent ces États. Lors de ce forum, qui est à sa 3e édition, le soutien constant et sans faille du roi Mohamed VI aux pays du Pacifique a été salué par l'ensemble des participants. Je crois qu'on a pas mal d'éléments communs entre le Maroc et ces îles. En particulier, nous avons besoin d'avoir une seule voix qui permettra de défendre les pays qui sont impactés par les changements climatiques et surtout à l'échelle internationale. Deuxièmement, ça confirme notre engagement de développer davantage la coopération sud-sud. Et bien sûr, quand on parle de cette coopération sud-sud, généralement on évoque la coopération avec les pays africains subsahariens, mais on oublie qu'on a d'autres perspectives avec l'Amérique latine, avec l'Asie, avec les îles Pacifique. Mais deuxièmement, on a quelques ressemblances concernant les potentialités qui existent chez nous, qui existent dans ces îles, quant aux, comme des potentialités éoliennes, maritimes, solaires, naturelles, qui permettent de développer une nouvelle économie verte pour répondre, si vous voulez, aux impacts des changements climatiques et pour créer une valeur ajoutée économique et sociale. Ce forum témoigne de la volonté du Maroc et des États des îles du Pacifique à bâtir un avenir commun en donnant une nouvelle impulsion à des relations déjà fructueuses. Parlons de régionalisation et décentralisation. Le Mali souhaite entamer des réformes territoriales majeures. Les autorités veulent s'inspirer de l'expérience du Maroc en matière de régionalisation avancée. Mohamed Danyoko pour les détails. Dans l'optique d'une réforme en profondeur après la signature de l'accord de paix en 2015 et les états généraux sur la décentralisation tenus en 2013, le Mali veut bénéficier de l'expertise marocaine dans le domaine de la décentralisation, la régionalisation et la déconcentration. Pourquoi ne pas avoir des procédures qui permettent une évaluation trimestrielle et qui permet à ce que le Conseil prenne le cutus de la population et de tous les différents acteurs pour pouvoir avancer dans l'exécution du budget qui en principe les est alloué soit à travers les taxes des collectivités ou alloué par l'État. Cette conférence, organisée par l'Association des anciens étudiants maliens au Maroc et le Conseil de base des Maliens au Maroc, doit permettre de contribuer à la résolution de la crise malienne. Je crois que nous sommes tous des deux côtés dans une dynamique de développement global, donc qui ne peut avoir lieu que à partir qu'en se référant à des réformes très profondes en matière de développement local. Partenaire dans la réalisation de cette activité capitale, l'association d'amitié Mali-Maroc espère que le pays tirera profit de l'expérience marocaine. Ce souci permanent de rapprochement de nos deux peuples frères
m'amène à saluer cette belle initiative de politique de décentralisation au Maroc et espère vivement que le Mali en tirera d'autres leçons. Selon les organisateurs, cette conférence est une opportunité pour le Mali de s'inspirer des bonnes pratiques marocaines pour réussir son processus de décentralisation. En Tunisie, l'équipe d'Eliès Farfad a obtenu la confiance du Parlement la nuit du mercredi dernier. C'est après plus de 14 heures de débat que la coalition a été approuvée. Il s'agit d'un cabinet formé après 4 mois d'intenses négociations. Le nouveau gouvernement est donc composé de 15 membres appartenant à des partis politiques et 17 sont présentés comme des personnalités indépendantes. Tout de suite, les précisions de notre correspondante qui était sur place, Najwa Bessua. Après plus de 14 heures de prise de parole par plus de 180 députés présents, le Parlement a accordé sa confiance au gouvernement d'Eliès El Farfer, avec 129 voix pour, 77 contre et une seule abstention. À 48 ans, l'ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle a pu enfin trouver un consensus avec 4 partis politiques, y compris le parti Nahda, première force du Parlement, avec 54 sièges, un contrat qui lui a permis de sortir de l'impasse et d'avoir obtenu la confiance pour son équipe gouvernementale. Je m'engagerai avec toute mon équipe gouvernementale pour la progression de la Tunisie. Nous travaillerons pour assurer la dignité des Tunisiens et pour l'amélioration de toutes les régions du pays. Nous félicitons Eliès El Farfer pour l'obtention de ce résultat honorable. Malgré les dérives et les conflits politiques qui ont accompagné la formation de ce gouvernement, nous avions eu peur que le gouvernement ne puisse pas obtenir le taux attendu, mais il l'a dépassé. Le nouvel exécutif aura de lourds défis devant lui, à commencer avec la situation économique qui continue à tourner au ralenti, incapable de résorber le chômage stagnant à 14,9%. Et avec un ascenseur social endommagé, besoin d'une réparation d'urgence. Ce gouvernement sera confronté à plusieurs défis, mais la volonté de réforme est là. Et nous allons coopérer avec toutes les institutions du pays, avec le Parlement, avec les organisations et avec le président de la République pour sortir la Tunisie de sa crise. Un échange d'accusations a eu lieu dans la soirée de ce mercredi. Plusieurs députés qui ont décidé de voter contre ce gouvernement pensent que Farfer a raté une opportunité d'être un chef de gouvernement historique en Tunisie et que son gouvernement s'est fondé sur des calculs politiques au lieu de prioriser la compétence. Après 4 mois de blocage, enfin un gouvernement. La vie politique pourrait désormais reprendre son cours en Tunisie, écartant a priori le spectre de nouvelles élections. Najwa Bessua, Médien TV, Tunis. Les deux camps rivaux libyens invités par l'ONU à des pourparlers politiques mercredi dernier à Genève ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation au dialogue, invoquant des raisons différentes. Pour le camp du maréchal Khalifa Haftar, la mission de l'ONU n'a pas approuvé la totalité de ses 13 représentants et pour le gouvernement d'union nationale, il préférait attendre qu'un progrès soit réalisé dans les négociations militaires. Iyam Berada nous en dit plus. C'est mercredi que doit démarrer à Genève un dialogue politique interlibyen sous les auspices des Nations Unies. Mais en attendant, le chef du gouvernement d'union nationale libyen Faiz El-Serraj n'a pas mâché ses mots. Il a traité le maréchal Khalifa Haftar, je cite, de criminel de guerre. Faiz El-Serraj a également dénoncé l'inaction internationale face aux violences dans son pays. Il faut que ceux qui financent ces attaques et ceux qui fournissent des armes aux auteurs de ces attaques soient tenus pour responsables. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur vie, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des familles ont été déplacées. Des enfants se sont retrouvés orphelins du fait des agressions commises par le criminel de guerre, M. Haftar.
Le dialogue politique interlibyen prévu mercredi doit inclure des représentants des deux camps libyens et des personnalités invitées par l'émissaire de l'ONU. En parallèle à ce dialogue politique, des pourparlers militaires indirects ont permis d'aboutir à un projet d'accord de cessez-le-feu pour que les Nations Unies puissent surveiller le retour sûr des civils dans leur zone. Ghassan Salamé fait de son mieux pour mener ce dialogue. Il est optimiste. Nous savons qu'il y a beaucoup de divergences entre les deux parties. Pour notre part, notre délégation insiste pour que les forces de Haftar se retirent de leur emplacement actuel. Puisque ces troupes sont positionnées à 15 et 20 km du centre de Tripoli, et de là, elles peuvent à tout moment attaquer les civils de Tripoli. Depuis 2015, deux autorités rivales se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU est basé à Tripoli et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar dans l'Est. Une trêve est observée mais régulièrement violée par les deux parties depuis le 12 janvier aux portes de la capitale libyenne. Cette semaine a été également marquée par la mort de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Il est décédé à l'âge de 91 ans dans un hôpital militaire au Caire. Les 30 années de règne de Hosni Moubarak a été perçue comme une période de stabilité révolue. L'ancien commandant en chef a été le premier président du pays à être traduit en justice. Et qui est Hosni Moubarak et comment a-t-il marqué l'histoire de son pays? C'est un reportage signé Senaya Sari. Né en 1928, l'ancien président Hosni Moubarak est originaire de Manoufia, une région située au delta du Nil. Issu d'un milieu modeste, il se consacre très jeune à une carrière militaire. Diplômé de l'Académie de l'armée de l'air en 1950, Hosni Moubarak occupe différents postes de commandement. Arrivé au pouvoir en 1981, après l'assassinat d'Anwar Sadat, il dirige l'Égypte pendant 3 décennies. L'ex-chef de l'État égyptien a été déchu du pouvoir suite au vaste soulèvement populaire de 2011. Son état de santé s'était dégradé après sa condamnation en 2012, multipliant les accidents cardiovasculaires en détention. Condamné en première instance à la perpétuité pour la mort de près de 850 personnes pendant les mouvements de contestation, Hosni Moubarak a été emprisonné par la justice de son pays avant d'être finalement acquitté puis libéré en 2017. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire du Caire. L'Union africaine a annoncé qu'elle comptait envoyer 3000 soldats au Sahel pour tenter d'enrayer la progression du terrorisme et la dégradation de la sécurité dans la région. Une décision prise lors du sommet de l'UA début février. Un choix qui sera examiné avec le G5 Sahel et le CEDEAO. Pour rappel, le G5 Sahel est composé de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso et du Niger et également du Tchad. Il fournit depuis 2014 un cadre de coopération pour la sécurité et le développement de 5 pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest. Cette force qui doit compter à terme 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme peine à monter en puissance. Parlons de la consolidation de la coopération dans la lutte antiterroriste et la poursuite des efforts communs. Les dirigeants du G5 Sahel sont déterminés à aller de l'avant. Dans le communiqué final qui a sanctionné leurs travaux à Nouakchott en Mauritanie, les chefs d'État ont salué la signature de l'accord pour un appui technique entre le G5 Sahel, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies. Le compte rendu avec Soued Jalil. Face à la montée du terrorisme au cours des derniers mois et à la dégradation sécuritaire dans la région, les chefs d'État du G5 Sahel s'accordent à dire que la situation requiert plus que jamais une attention accrue. Malgré le renforcement de notre coopération régionale et les progrès réalisés en matière de lutte contre le terrorisme, nous constatons que la menace sécuritaire alimente et instrumentalise ses faiblesses.
Partis du nord du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays, au Burkina et au Niger voisin, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires. Ces violences ont fait 4000 morts dans ces 3 pays en 2019, soit 5 fois plus qu'en 2016, estime l'ONU, d'où la nécessité de rester mobilisé. La première tâche de cette coalition, c'est de renforcer la synergie entre les 4 piliers de notre action conjointe, l'action militaire, le renforcement capacitaire des forces armées du G5, le retour de l'État grâce au projet de gouvernance, de sécurité intérieure et d'appui à l'administration régalienne, et la stabilisation et le développement. Par ailleurs, les chefs d'État sahéliens ont affirmé la nécessité d'une réponse non seulement militaire, mais aussi politique et sous forme d'aide au développement. À cet effet, avant le sommet, le ministre français des Affaires étrangères a présidé la première assemblée générale de l'Alliance Sahel, une assemblée créée en 2017 et visant à mobiliser l'aide internationale au développement, une aide pour laquelle les engagements connus s'élèvent à 11,6 milliards d'euros. En Côte d'Ivoire, le pays a célébré cette semaine le 5e anniversaire de la déclaration d'Abidjan pour mettre fin à l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, a organisé une conférence de presse pour présenter un bilan à mi-parcours. Les détails avec Mel Berchel et Hernando Go. Les États membres de la CEDEAO ont pris l'engagement de mettre fin au phénomène de l'apartheid sur le continent. Lors d'une conférence ministérielle organisée à Abidjan par la CEDEAO, le gouvernement ivoirien et le HCR, les différentes parties ont adopté une déclaration contenant 25 engagements qui soulignent, entre autres, l'importance pour les États de faire en sorte que tout citoyen de la région ait une nationalité reconnue. 5 ans après cette déclaration d'Abidjan pour mettre fin à l'apartheid d'ici 2024, le HCR fait le bilan des avancées significatives et présente les perspectives. Nous avons donc réussi à un peu dépassionner ce débat. Je pense que c'est l'une des réussites en fait de cette mission, c'est cela. Mais c'est aussi d'aider la Côte d'Ivoire de renforcer son arsenal juridique. Effectivement, beaucoup de lois ont été votées depuis 6 ans, beaucoup de textes, beaucoup de décrets. Et beaucoup de ces décrets et ces textes ont été puis mis en application sur le terrain pour pouvoir permettre de mettre un phénomène à l'apatrie. Pays phare en matière de lutte contre l'apartheid dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a adopté plusieurs mesures pour mettre fin à ce phénomène d'ici à 2024, conformément au plan mondial. Même si l'on enregistre quelques avancées dans l'application des engagements, des difficultés ne sont pas à ignorer. La difficulté majeure, c'est l'information. C'est-à-dire que malheureusement, on prend souvent des décisions dans des villes très loin des réalités. Donc je pense que l'information n'atteint pas nécessairement les populations avec lesquelles on aimerait travailler. Nous avons quand même réussi à mettre une 50aine de collègues qui sont disséminés à travers la Côte d'Ivoire et qui sont au contact des populations. Après 6 ans d'exercice en Côte d'Ivoire et plusieurs actions menées pour le rapatriement des Ivoiriens réfugiés dans les pays voisins, suite à la crise post-électorale de 2010-2011, le séjour du représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés prend fin cette année en terre ivoirienne. Le Sénégal est à l'ère des énergies propres. Le chef de l'État Macky Sall a inauguré cette semaine le parc éolien de Taïba Ndiaye, situé dans la région de Thiès, à 90 km de la capitale sénégalaise, d'un coût de 200 milliards de francs CFA, soit 305 millions d'euros. Ce parc éolien, d'un des plus grands en Afrique de l'Ouest, va alimenter par an plus de 2 millions de ménages sénégalais en électricité, suivant le reportage de Jean Pondour et Sanoussi Sané. 158 MW d'énergie propre, fiable et à prix compétitif sur 41 hectares. Le président de la République tient là une promesse faite aux Sénégalais lors de son discours à la nation du Nouvel An avec le premier parc éolien du pays. Nous avons là un mix énergétique qui est en marche, qui permet de projeter le Sénégal parmi les pays qui respectent l'environnement, puisqu'à ce jour, nous sommes à près de 22% d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre, et à la fin de cette centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous serons à 30%.
compte tenu du fait qu'à partir de 2022, dans 2 ans plus précisément, le Sénégal passera du gaz à l'électricité, gaz to power, ce qui devra permettre à notre pays d'être l'un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90% de l'énergie propre. Les 46 turbines éoliennes peuvent produire plus de 3 MW chacune, des turbines qui s'élèvent à 180 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 60 étages. Toutes les 46 machines de ce parc ont été installées d'une capacité totale de 158 MW. Pour des raisons techniques, la mise en marche de ce parc se fait en 3 phases. Une phase de 55 MW qui a été déjà faite au mois de décembre. Et là, dans quelques semaines, on met en route la 2e phase et d'ici le mois de mai au plus tard, la 3e phase. Et j'aimerais dire qu'avec l'apport et l'aide de la Sénélec, on a réussi à avoir une avance de 2 mois sur le planning initial de réalisation. Ce projet est réalisé par l'Ekela, entreprise de fourniture d'énergie renouvelable en partenariat avec la Sénélec. Au-delà d'alimenter plus de 2 millions de ménages sénégalais en électricité par an, va permettre à des centaines de jeunes Sénégalais de trouver un emploi. Un premier cas de coronavirus a été confirmé en Afrique subsaharienne. Un Italien revenu de Milan a été testé positif dans l'état de Lagos au Nigeria. Il devient le premier malade dans la région, a annoncé le ministère nigérian de la Santé, qui précise toutefois que le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants. 2 autres cas de contamination ont été recensés ces derniers jours en Afrique du Nord, en Égypte et en Algérie. L'épidémie coronavirus persiste. L'Afrique, de son côté, prend ses précautions. C'est le cas du Gabon qui, très tôt, a mis en place un dispositif d'alerte contre l'épidémie au sein de son principal aéroport de Libreville. Pendant ce temps, quelques familles sur place essaient de prendre les nouvelles de leurs enfants en séjour d'études en Chine. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangse. Nika Karel aborde une nouvelle journée faite d'incertitudes. Cette jeune fille mère est à l'image d'autres responsables de famille ou de parents d'étudiants gabonais bouleversés par l'actualité internationale du coronavirus. Les yeux rivés devant la télévision, Nika Karel se demande bien quand est-ce qu'elle voit et entend va devoir s'arrêter. Il est 13h30 à Libreville, soit 7h30 à Oran, où se trouve Farah, la petite sœur de Nika Karel. Pourquoi tu n'as pas ton masque ? À peine ont-elles amorcé l'échange que la liaison téléphonique fait des caprices. Nika Karel n'aura donc pas eu le temps de prendre plus de nouvelles de sa petite sœur. Elle est enfermée dans son appartement. Du coup, les provisions qu'elle avait sont déjà en train de s'épuiser. Le gouvernement chinois avait décidé par famille d'envoyer une personne qui pouvait aller faire les courses toutes les 2 semaines. Le coronavirus, une actualité qui ne fait pas de gros titres dans la presse locale. Et c'est pour apporter des éclairages sur ce qui apparaît juste comme une curiosité pour beaucoup qu'Innocent Badouma anime depuis 3 semaines une chronique quotidienne sur sa page Facebook. Surtout quand il y a eu la panique au niveau des parents d'élèves au niveau du Gabon. Donc c'est à cet instant que j'ai estimé qu'il fallait donner la bonne information. Il y avait aussi beaucoup de fake news. Par exemple, on pensait que la meilleure solution pour les enfants, c'était de les rapatrier, mais ça présentait plus de danger de rapatrier un enfant que de le laisser sur place. Depuis l'apparition du virus tueur, l'aéroport international Léon-Bas de Libreville s'est imposé un dispositif d'alerte à l'épidémie. Tous les passagers à destination du Gabon sont checkés sur place avec une caméra thermique chargée de relever leur température corporelle. Pour l'instant, on prend des précautions. C'est un service de veille qui est là, en place. Et il n'y a pas de cas d'infection à coronavirus ici au Gabon. Le Gabon a décidé d'élever le niveau de surveillance du coronavirus, une épidémie désormais déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme urgence sanitaire mondiale. Reste à questionner la capacité de l'Afrique à contenir l'avancée du fameux virus dans un continent où la plupart des pays ont des systèmes de santé très faibles. Nous allons à présent revenir sur quelques émissions phares diffusées dans la semaine.
Au Sénégal, 1 an déjà depuis la réélection du président sénégalais Macky Sall le 24 février 2019. Pour ce premier anniversaire, il a été question de parler du bilan annuel de son second mandat. À ce propos, Aminata Thiam a accueilli sur le plateau de Média 1 TV M. Amadou Fall, analyste politique et directeur de publication du journal de La Gazette. Il était l'invité de la rédaction. Nous l'écoutons. Le président Macky Sall a pris des décisions qui ont été assez surprenantes d'une certaine manière. Personne n'imaginait peut-être qu'il allait se mettre au devant sans paravent ni parachute pour dire aux Sénégalais désormais je suis la première cible, vous pouvez vous adresser directement à moi en éliminant le poste de Premier ministre. On peut parler d'audace politique sur ce plan-là, mais quand il lance également le fast track, on comprend qu'il veut être totalement à l'aise par rapport à cette disposition pour pouvoir dire désormais je prends en charge les choses pour les faire avancer le plus rapidement possible. Ensuite, il y a le dialogue. Il y a le dialogue national, il y a le dialogue politique. Les deux déclinaisons sont intéressantes. J'espère que nous y reviendrons pour dire à l'ensemble des acteurs, autant de la classe politique, de la société civile, que ce pays, nous pouvons le construire ensemble et nous devons faire en sorte d'y aller ensemble pour vraiment réaliser nos ambitions parce que seul, je peux peut-être manœuvrer, mais je voudrais avoir beaucoup plus d'espace si vous êtes avec moi pour m'accompagner. Le gouvernement malien invite les terroristes au dialogue afin de ramener la paix et la sécurité dans le pays. Une volonté soutenue et considérée par l'Union africaine comme une bonne stratégie pour résoudre une partie du problème. Ce dialogue est-il vraiment possible? Le colonel Pouy, ancien expert des Nations Unies, paix et sécurité, nous en parle. Il était également l'invité de la rédaction cette semaine. Regardez. Sur la forme, le gouvernement va devoir définir la forme réelle du dialogue, sa structuration et essentiellement aussi l'étendue. N'oubliez pas que le Mali est un grand pays. Les 2 tiers nord, les 2 tiers du pays sont plus ou moins dans le trouble. Il n'y a que la partie ouest et la partie centre-sud qui est plus ou moins dans une certaine stabilité. Donc le spectre est à définir dans sa profondeur et dans sa largeur, en ciblant effectivement des gens susceptibles et même capables d'amener en plus à cette demande, à cette requête de paix que le président malien a bien voulu, en tout cas, amorcer en allant vers un dialogue. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro de la Semaine africaine. Bonne suite des programmes sur Média 1 TV Afrique.